Bonjour à tous et à tous, merci d'être présents pour cette conférence sur les EdTech, la EdTech, la souveraineté éducative française en danger. Merci de votre présence. Je suis Davia Ouadia, rédactrice en chef de l'Étudiant et EducPro, et j'ai le plaisir d'animer cette conférence. Comme vous le savez, les 2 années de crise sanitaire que nous vivons ont permis à la EdTech de prendre son envol et de s'intégrer efficacement dans l'enseignement supérieur et l'éducation nationale. Mais la présence d'acteurs étrangers, que ce soit Zoom, que ce soit Microsoft, mais aussi Facebook, interroge de plus en plus sur la capacité des entreprises de EdTech françaises à s'imposer efficacement. Pendant cette conférence, on va s'interroger justement sur les enjeux qui peuvent exister, les enjeux financiers, les enjeux technologiques, les limites du déploiement des solutions numériques dans l'enseignement scolaire et supérieur pour les acteurs français. Et comment certains acteurs internationaux se sont positionnés dans le secteur éducatif dans l'Hexagone. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Anne-Charlotte Monneret, vous êtes directrice générale d'EdTech France. Bonjour, merci. Bonjour. Marie-Christine Levet, vous êtes présidente d'EduCapital. Bonjour. Et Baptiste Aubert, vous êtes account executive de Zoom, Higher Education chez Zoom. Oui, tout à fait, bonjour. Pour votre information, donc cette conférence elle a vraiment vocation à être interactive. Donc moi j'ai toute une liste de questions pour mener ce débat, mais l'idée c'est aussi de vous donner la parole de temps en temps. Donc n'hésitez pas à lever la main et puis moi je me permettrai de vous proposer de poser des questions pendant cette heure ensemble. Tout d'abord, Baptiste, on va commencer. On a vu que lors du premier confinement en mars 2020, des acteurs comme Zoom, comme Teams, comme WhatsApp ont surpris tout le monde par un usage massif et dans tous les milieux, dans les entreprises, dans l'enseignement supérieur, dans les familles aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que Zoom a pu faire de différent pour arriver à s'étendre massivement? Oui, tout à fait. Alors, c'est intéressant, il y a trois gros facteurs pourquoi Zoom a réussi à intégrer et à être une solution qui devient en effet, notamment sur la partie enseignement, éducation, enseignement supérieur et aussi au sein des entreprises. Je pense qu'il y a eu 3 facteurs. En effet, la pandémie a fait qu'il y a eu un besoin massif de visioconférence à un instant T. Donc ça a été la première raison. La deuxième raison, ça a été la nécessité d'avoir une solution robuste, fiable, qui permette à tout le monde de l'utiliser simplement. Et on va dire que le 3e facteur, peut-être plus spécifiquement sur la partie enseignement, éducation de manière générale, ça a été une démarche de la part de Zoom qui a été à un moment donné de se dire on a suivi l'avancée de la pandémie, des différents confinements, et il y a une directive qui a été lancée par notre direction générale, par IQN, qui a été de se dire il faut que les plus jeunes continuent à avoir accès à l'enseignement. Donc on a enlever la limitation de 40 minutes qui est sur nos licences gratuites, spécifiquement à destination de cette population-là. Donc pour permettre aux plus jeunes de continuer à disposer de l'enseignement. Donc ça, c'est au niveau plutôt global. Pour vous donner peut-être, pour l'illustrer avec quelques chiffres, cette fameuse licence, donc on appelle la licence K12, pour les établissements de l'enseignement primaire et secondaire, ça a permis, pour vous donner quelques éléments, de permettre à 125 000 établissements dans 25 pays différents d'avoir accès à la solution de manière totalement gratuite pour pouvoir avoir cette nécessité immédiate. Si je reviens peut-être sur la France, les différents éléments et pourquoi il y a eu ce succès, c'est qu'en effet, tout le monde s'est mis à utiliser de la visioconférence. Il y a eu énormément d'outils qui ont été utilisés. Un des plus, entre guillemets, de Zoom par rapport à d'autres solutions, c'est que c'est une solution en effet globale, une plateforme globale, et donc avec une infrastructure qui a pu permettre d'absorber cette charge et de cette montée en charge extrême en termes de l'usage de la visioconférence. Donc tout le monde a utilisé à peu près plein de solutions. On l'a utilisé, vous avez raison, dans le cercle privé. On s'est aperçu que des solutions comme Zoom, ça fonctionnait dans des apéros avec le soir, avec les amis, mais on pouvait aussi avoir 200 personnes dans une classe ou dans un amphithéâtre en visioconférence, et pourquoi pas même sur des événements. Maintenant on parle de 1000, 3000, 10 000 personnes sur des webinars. Donc c'est une solution qui a prouvé et qui a été pertinente par sa robustesse aussi au niveau de la solution. Et donc on est passé, pour vous donner aussi quelques chiffres et l'illustrer, en 6 semaines à peu près au moment des premiers confinements, de 10 millions d'utilisateurs quotidiens sur la plateforme à 300 millions d'utilisateurs quotidiens sur la plateforme, ce qui est en effet colossal.
Donc voilà, les raisons, donc c'est des raisons évidemment structurelles et sur cet instant au niveau de la pandémie, mais c'est les raisons pour lesquelles cette solution a été massivement utilisée et continue à l'être aujourd'hui. Marie-Christine, avec cet exemple de Zoom, ça montre un peu que certains outils ont su répondre aux besoins de l'enseignement supérieur français. Pourquoi est-ce que les acteurs hexagonaux n'y arrivent pas ? Alors, je dirais que c'est la suite d'un long process où pendant des années, il n'y a pas eu de volonté politique forte de créer un numérique, une filière EdTech française et une filière du numérique éducatif. Nous, on avait écrit, donc EduCapital, c'est disponible sur notre site d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent. En novembre 2019, j'ai écrit un papier qui s'appelait « Préserver notre souveraineté éducative, soutenir l'EdTech française » en disant si on ne fait rien, on va laisser la porte ouverte aux GAFAM et autres outils type Zoom pour entrer dans nos salles de classe. Moi, a priori, ce sont des très bons outils. Moi, j'utilise Zoom à niveau professionnel, mais ce ne sont pas des outils qui sont faits pour l'éducation, pour les classes virtuelles, et qui ne correspondent pas, et particulièrement les outils des GAFAM. On sait que le but des GAFAM, c'est de collecter de la donnée, de créer de l'addiction à leurs outils, et pour ensuite durer sur le long terme. Donc ce ne sont pas des outils faits pour l'éducation, et donc on a une responsabilité collective tous à ne pas à faire émerger des acteurs français et européens, mais ça coûte de l'argent. Si vous voulez, un Zoom, ça fait, je ne sais pas quand est-ce que ça a été créé, Zoom, en 2004, il y a 10 ans, oui. Zoom a investi plus de 150 millions de dollars pour créer sa solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une solution très facile d'accès, très ergonomique, et c'est pour ça que les parents, finalement, les enfants, les professeurs ont plongé dans Zoom, parce que la solution est très bien faite, mais on a une responsabilité aujourd'hui à créer des champions français et européens, une responsabilité politique. Et moi, j'aimerais que, je sais pas, j'ai un rêve, dans 1 an, dans 2 ans, quand le ministre de l'Éducation arrive au salon Educatech, Educatis, qui est le cas aujourd'hui, d'où notre petite salle un peu vide à 14h, parce que je crois que Jean-Michel Blanquer est à côté, j'aimerais bien qu'on lui remette un petit pendentif, qui ne soit pas un petit pendentif Zoom, j'ai rien contre Zoom, mais je voudrais qu'il ait un pendentif de ODE, Open Digital Education, qui est une société purement française. J'aimerais qu'on ait tous un petit sac qui ne soit pas Google for Education, mais qui soit un petit sac de Benelux, une société aussi française qui développe des choses pour le primaire. Il y a urgence à créer ces champions français et européens, mais pour ça, pour qu'il y ait des champions français et européens, il faut qu'il y ait un marché. Et aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de marché EdTech. Donc une société, si elle n'a pas de marché, elle va avoir du mal à trouver des investisseurs. Donc aujourd'hui, les EdTech françaises, elles vivent de subvention en subvention, d'appel d'offres en appel d'offres. Et voilà. Alors bon, il y a eu une prise de conscience forte après le confinement. Donc on espère qu'avec le PIA 4, on aura un investissement massif dans l'éducation, mais pas seulement de la subvention, mais aussi un vrai marché où les gens choisissent des solutions, où les directeurs du digital dans les universités, dans les grandes écoles, choisissent des solutions françaises et européennes. Anne-Charlotte, pour rebondir un petit peu sur cette question, quels sont les freins aujourd'hui qui existent pour justement l'essor de ces entreprises françaises ? Et face à ces freins, quelles sont les solutions concrètes qu'on a ? Déjà, je plus sois ce que Marie-Christine vient de dire. Et avant de répondre à ta question, je tiens à insister sur le fait que la crise a vraiment mis en évidence la nécessité, voire même l'urgence de la transformation numérique de notre système d'enseignement. Et cette transformation, elle passe par 2 piliers. Pilier 1, la construction d'un écosystème d'entreprises numériques cohérent, pertinent, souverain et massif, avec la capacité à aller toucher tous les élèves de France. Et pilier 2, la formation des enseignants, une formation autant en compétences que, on va dire, une formation culturelle pour accompagner cette transformation de manière pérenne. Du coup, sur le fameux pilier 1, un écosystème souverain, dynamique et pertinent, la question du marché se pose. Marie-Christine dit qu'il n'y a pas de marché. Techniquement, c'est vrai, il n'y a pas de marché. Pourquoi il y a ces freins qui demeurent pour les entreprises de la EdTech française ? Parce qu'en fait, nos mécanismes d'achat sont décorrélés entre l'utilisateur final qui va être l'élève et l'enseignant et la personne qui prescrit la solution et qui achète la solution, qui sont les collectivités. Donc ça dépend, ça peut être la région, le département, la commune, selon si vous vendez à une école primaire, à un collège ou à un lycée. Mais dans tous les cas, on est dans un système complètement décorrélé où le produit a beau être pertinent avec des super retours sur le terrain, ça ne va pas forcément dire qu'il sera déployé, basé sur justement sa capacité à répondre à un besoin.
Donc ça, c'est le frein principal, la chaîne d'achat qui est atomisée, qui est complexe, qui nécessite d'avoir des temps longs, très compliqués à tenir pour une entreprise. Ça fait brûler du cash que de devoir attendre les temps de décision d'une collectivité. Et surtout, une fois qu'on a la ressource mise en place, il n'y a pas d'accompagnement dédié des enseignants aujourd'hui sur la prise en main de ces ressources. Les enseignants, ils ont 1000 choses à faire. Ils ont une fiche de poste qui déjà dépasse ce qu'ils sont censés faire initialement. Et du coup, souvent, on a un équipement qui est mis dans les collèges, une ressource qui est mise, et ensuite, personne ne les utilise. Donc ça, c'est le premier frein. Et ce qui est frustrant sur ce marché du scolaire, c'est qu'on est capable de le faire dans d'autres sphères de la société. Donc, au sein d'EdTech France, on a des entreprises qui travaillent aussi sur l'enseignement supérieur et dans la formation professionnelle. Et si on regarde la formation professionnelle, on sait être flexible et innovant dans les mécanismes d'achat, car on a mis en place quelque chose qui s'appelle le CPF, donc qui est la capacité à donner à chaque acteur, chaque individu, un budget pour se former. Donc on croit dans la formation, et heureusement qu'on y croit, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on va tous exercer 14-15 métiers dans le monde de demain. L'école a laquelle rôle ? Elle a le rôle de préparer nos enfants aux compétences professionnelles qu'ils vont devoir utiliser dans leur vie future. Aujourd'hui, on n'enseigne pas ces compétences numériques à l'école, et du coup, de fait, on crée des fractures qui ne vont que s'accentuer. Donc le CPF, on a réussi à le faire, on a mis intérêt commun, donc capacité à préparer au monde de demain, innovation privée, la solution est fournie par des acteurs d'innovation, financement public et choix individuel. Évidemment, on parle de mineurs, donc je ne dis pas qu'il faut faire la même chose pour les élèves, mais je pense qu'il faut faire confiance aux enseignants, confiance aux établissements, pour être capable, dans la liberté pédagogique de leur classe, de choisir des ressources et surtout de les tester. Parce qu'en fait, on dit souvent, les entreprises, elles ne comprennent pas le terrain, ce n'est pas forcément adapté à ce que veut l'enseignant. Eh bien, créons des lieux d'expérimentation, des accélérateurs pédagogiques où vous avez véritablement des gens dont c'est le métier, les enseignants, des élèves et des entreprises. Pour co-construire, c'est toujours le même mot, mais l'idée est bien là, avoir des solutions qui soient sur le terrain, et ensuite, si ça fonctionne, eh ben, on les achète. Donc, j'essaye de simplifier le message pour que tout le monde comprenne, mais au final, les solutions, elles ne sont pas si éloignées. C'est pour ça que je parlais du CPF, c'est parce qu'on sait le faire dans d'autres sphères de la société. Merci. Marie-Christine, sur cette volonté politique justement et sur le fait de savoir le faire dans d'autres sphères, est-ce que vous pensez que la volonté politique peut vraiment aider et favoriser le développement d'entreprises EdTech françaises ? On sait qu'aujourd'hui, il est difficile de faire travailler le public et le privé, typiquement. Non, mais c'est une condition sine qua non pour réussir dans ce domaine. On l'a vu dans d'autres secteurs, l'innovation est souvent venue de jeunes sociétés plus agiles. C'est pas la SNCF qui a inventé Blablacar, c'est pas Accor qui a inventé Airbnb. Il n'y a pas de raison que ça se passe différemment dans l'éducation. Zoom, c'est une société, on l'a dit, il y a eu 150 millions de dollars investis dans un Zoom, il y a 2500 personnes qui développent le produit. Voilà, à un moment donné, c'est des sociétés agiles qui ont des financements et qui arrivent à faire de très bons produits. Si je vous donne quelques exemples au niveau macro, il y a eu à peu près, en 2020, il y a eu 16 milliards investis dans les tech dans le monde, 17 milliards en 2021, ce qui montre que finalement la tendance est pérenne. Ce n'est pas juste le confinement qui a fait en sorte qu'on avait investi dans les tech, c'est une tendance pérenne. Il y a eu vraiment un changement des usages. Le Covid nous a fait gagner 5 à 10 ans dans le secteur de l'EdTech, puisque tout le monde a expérimenté des produits. Or souvent, comme l'a dit Anne-Charlotte, pas préparés ou pas formés, mais en tout cas, voilà, il y a eu un changement d'usage. En France, on a investi 190 millions, et encore versus 16 milliards dans le monde. Donc on est des nains. Parce qu'à un moment donné, voilà, il faut avoir une volonté politique forte, créer un marché. Elle a dit Anne-Charlotte, si vous voulez, celui qui n'utilise n'est pas celui qui achète. On a des systèmes très centralisés qui sont faits soit au niveau du ministère, soit au niveau des régions, et finalement qui sont imposés à des profs qui n'ont pas été formés pour utiliser les produits, qui ont souvent un Internet qui fonctionne moyennement bien, les élèves ne sont pas tous équipés, enfin voilà, donc à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Il faut faire en sorte que celui qui utilise choisit la ressource qu'il a envie d'acheter. Dans les pays nordiques, dans lesquels ils sont toujours au top des classements PISA, la Finlande, voilà, la Suède, la Norvège, il y a une énorme liberté pédagogique donnée aux professeurs. Déjà, il est très valorisé, il est très bien payé, il est bien formé, et ensuite il a de la liberté. Et
voilà, il choisit l'outil, le service dont il a besoin pour engager sa classe. Et donc, il faut arriver à transformer les mentalités en France pour travailler. Et c'est vrai que pour aller vite, il faut faire du partenariat public-privé parce que, vous voyez, il y aura des sociétés qui seront beaucoup plus agiles, qui seront focus sur un sujet. Vous voyez, Zoom, ça marche parce qu'ils font un sujet. Ils le font bien. Voilà, et et à un moment donné, voilà, il faut être focus sur un sujet, le développer et avoir des moyens pour développer un produit. Un produit EdTech, ça ne se fait pas en 3 mois. Un produit EdTech, ça demande des designers, ça demande des développeurs, ça demande des gens sur la data. C'est des années de travail pour arriver à faire un bon produit. Et c'est vrai que si on veut attirer des bons créateurs d'entreprises dans ce domaine, des bons développeurs, on veut que les meilleurs en intelligence artificielle n'aillent pas chez Facebook, mais restent en France dans nos sociétés EdTech françaises, il faut qu'elles aient la perspective d'avoir une société qui croît et d'avoir un marché pérenne avec des acheteurs qui utilisent et des utilisateurs qui utilisent tous les jours leurs produits. Je rebondis sur ce que tu dis, Marie-Christine, parce que c'est vrai que j'ai enseigné auparavant et je vais beaucoup dans les classes. Et souvent, la question revient de mais il faut payer pour ça, du coup, c'est pas gratuit. Et c'est vrai que cette question-là, en France, en fait, interroge beaucoup parce que ça montre le manque de compréhension de toute cette chaîne de production évoquée par Marie-Christine, le temps de l'innovation, le temps de la R&D, la capacité aussi à recruter des talents, ça nécessite de l'argent pour une entreprise. Et du coup, le prix final reflète en fait toute cette innovation dont c'est pas forcément le rôle des pouvoirs publics. Donc c'est vrai que c'est une question qui revient et je tenais à le rappeler. Et sur les partenariats publics-privés, je tenais à souligner l'effort dans l'enseignement supérieur avec l'AMI d'EMOES qui a eu lieu cette année. Donc l'AMI d'EMOES, c'est la capacité pour une université publique française de recevoir un financement allant jusqu'à 10 millions pour travailler en consortium avec des EdTech. Et moi, quand j'ai lu cette AMI, j'étais très contente parce qu'il y avait le terme EdTech. Et on voulait que des universités publiques, temples de la recherche et de la formation à la française, aillent travailler main dans la main avec des acteurs privés pour proposer de l'hybridation et de la transformation des apprentissages. C'est une collaboration qui était dans un cadre délimité par l'État, pensée comme durable, avec 17 projets retenus pour un financement global de 100 millions d'euros. Et ça fonctionne encore une fois, ça montre encore une fois que quand la volonté politique est là de faire travailler acteurs publics et acteurs privés ensemble, on a l'argent et on arrive à l'exécuter. Donc il faut que cette dynamique, je parlais du CPF, j'insiste sur cet aspect-là dans le supérieur, il faut que ça infuse aussi dans la formation initiale. Parce qu'on a un système qui est quand même absolument génial. On a la chance d'être en France. Il y a un soutien à l'éducation qui est incroyable. On a un enseignement à la française qui est ce qu'il est. Moi, je l'aime beaucoup. Et on a une école pour tous avec un cadre RGPD qui est assez unique. Donc, on a quand même tous les facteurs au vert pour qu'on puisse développer des solutions souveraines, pérennes et qui correspondent aux besoins du terrain. Donc il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas d'obstacle en soi, on est capable de le faire ailleurs, il faut maintenant passer à la vitesse supérieure dans la formation initiale. Merci. Baptiste, sur ces questions de la souveraineté française, moi j'aimerais bien savoir quel est le projet de Zoom en France et vis-à-vis de l'enseignement supérieur. On sait que vous êtes d'abord une entreprise qui est plutôt orientée sur la visio. Est-ce que vous avez un souhait autre, et notamment en lien justement avec les universités, avec les établissements Oui, bien sûr. Alors c'est une volonté. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Là, on aurait fait cette conférence il y a 1 an et demi ou 2 ans. Même au sein de l'éducation, de manière plus générale, Zoom était quasiment inconnu à ce niveau-là. Donc on se remet en arrière, on a une situation et une explosion de l'usage qui a été faite. Aujourd'hui, il y a une utilisation assez massive de la solution. Je reviendrai après, mais il y a des choses qui sont très très intéressantes dans ce qui ont été dit. Je pense qu'on a gagné, comme vous le disiez, pas mal d'années dans le développement de la solution et dans le développement des bons en avant dans le cadre de l'enseignement, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Je pense que des solutions comme Zoom peuvent être des vecteurs dans justement l'hybridation de cet enseignement. Mais donc aujourd'hui, on a répondu à un besoin. Aujourd'hui, on a cette présence, on s'améliore au quotidien. Derrière, il y a ces notions en effet de souveraineté, etc., qui émergent, qui sont très très importantes, autant que la sécurité, etc. Nous, c'est des solutions sur lesquelles, au niveau de la solution, des fonctionnalités sur lesquelles on peut travailler à notre niveau. Sur cette partie de souveraineté, il faut qu'on s'ouvre un petit peu, c'est des projets. On discute sur l'enseignement supérieur, on a pu échanger avec la CPU, avec la CGE et bien évidemment avec la CNIL. On s'intéresse à des initiatives
comme GaiaX ou d'autres. L'idée, c'est aujourd'hui, on est au début. Il faut qu'on discute de manière collégiale avec tous ces organismes pour construire quelque chose. C'est notre volonté. Je ne vais pas vous donner de durée, de timing, mais je vous donne peut-être rendez-vous d'ici 1 an, 2 ans. Encore une fois, il y a 1 an et demi, personne ne nous connaissait. On est là aujourd'hui. Dans 2 ans, potentiellement, le paysage sera complètement différent. Donc c'est en tout cas la volonté que l'on a. Le biais par lequel on y arrivera, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une volonté que l'on a aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, vous travaillez avec plusieurs établissements du supérieur, des établissements prestigieux comme Sciences Po, l'Université de Bordeaux, comme Grenoble École de Management aussi. Enfin voilà, différents. Est-ce que vous avez une volonté d'investir ce marché-là et comment ? Oui, du moins, on a créé un département qui existe déjà dans d'autres pays potentiellement du groupe, donc un département spécifique sur l'enseignement supérieur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors c'était déjà le cas au préalable, mais aujourd'hui, et ça répond peut-être aussi à une des interrogations, c'est vraiment le côté, la comparaison de la France par rapport à d'autres pays sur l'innovation, sur la capacité d'investissement. Aujourd'hui, il faut savoir que 46 des 50 plus grosses universités dans le monde utilisent Zoom. On déploie Zoom de manière globale parce que je pense que ça peut être un vecteur pour aider ces sociétés qui vont être spécialisées dans l'enseignement, dans l'éducation, à pouvoir transmettre et pouvoir être utilisées par des utilisateurs finaux. Je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Mais globalement, notre volonté, c'est oui d'accompagner. Vous aviez raison, Zoom n'est pas forcément une solution spécifique sur l'éducation. C'est une plateforme plutôt globale. Donc aujourd'hui, nos clients, ils nous accompagnent à la fois et on les suit à la fois sur la partie enseignement. On est rentré et on a travaillé avec ces établissements sur à un moment donné où on avait besoin d'un enseignement full distanciel. Aujourd'hui, et on le voit, et vous avez visité certains de nos clients, on a pu en parler avec, en effet, l'Université de Bordeaux, avec Sciences Po, avec Grenoble École de Management, l'EM Normandie. C'est des structures où maintenant, on se projette vers l'avenir, non plus sur du 100% distanciel, parce qu'on veut tous en sortir, on veut que nos étudiants reviennent dans les salles de cours. Ça a été le cas cette rentrée. Mais on travaille plutôt sur l'hybridation des salles de classe, notamment sur la partie pédagogie, pour pouvoir permettre, et on en parlait encore hier avec l'Université de Bordeaux, de pouvoir laisser la capacité au collège professoral de faire un petit peu le choix de comment ils souhaitent adresser la formation avec leurs étudiants. Du full présentiel, potentiellement du full distanciel ou de l'hybride s'ils le souhaitent. C'est quelque chose sur lequel ils ont la main. Il y a un cadre qui doit être mis en place, il y a une organisation qui doit être générée, mais en tout cas, ils ont cette capacité-là. Donc, on rentre dans un nouveau monde, entre guillemets, à ce niveau-là. Aujourd'hui, Zoom, encore une fois, est un vecteur. On a cette capacité d'adresser, donc en effet, sur la partie pédagogie, mais aussi, et c'est pour ça que les établissements, on les accompagne aussi, c'est qu'on a une capacité un peu plus large de les accompagner sur la partie administrative, sur des événements, sur la communication interne, externe. On crée des usages, par exemple des JPO qui peuvent se faire de manière complètement hybride ou distancielle. On va avoir la capacité, on en reparlera peut-être, mais de travailler, et c'est encore une des conséquences et de l'évolution de cette crise. On va déployer de plus en plus et on va avancer des choses qui étaient présentes dans le secteur privé au niveau des sociétés, va se généraliser dans le secteur de l'enseignement et du public. C'est le télétravail. C'est la capacité d'avoir ce choix aussi en tant qu'individu, de pouvoir travailler à distance de chez soi, etc. Il y a des solutions sur lesquelles, au niveau de la téléphonie notamment, Zoom accompagne ces établissements de pouvoir mettre ça en place, d'avoir le droit à la déconnexion qui est nécessaire dans ce cas de figure, bref, d'accompagner ces établissements de manière un peu plus globale. Mais on a, oui, cette volonté de travailler aussi sur la partie pédagogie pure. On s'intègre, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a été très présent, c'est qu'on a réussi à s'intégrer, et on a cette capacité de s'intégrer avec des outils métiers qu'on va leur retrouver au sein des établissements. Certains sont ici, je pense à des Moodle, je pense à des Imbra, des WooClap, des choses comme ça, donc qui peuvent, à la fois côté administration, à la fois même pédagogie, peuvent être intégrés directement dans Zoom. Donc demain, potentiellement, ces startups pourraient, de la EdTech, pourraient, je pense on a parlé, mais des Woonos, des Skill & You, des LearnSpace, de pouvoir être intégrés, de pouvoir bénéficier de ce vecteur Zoom pour diffuser leur capacité et être plus facilement adressables par des utilisateurs finaux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, merci.
tout à l'heure, vous avez parlé d'une alternative. S'il vous plaît, d'une alternative à Zoom, c'est bien cela Oui. Oui, alors. C'est Jitsi. Alors, effectivement, il peut y avoir des alternatives à Zoom. Nous, on a investi dans une société israélienne qui s'appelle Engagely, qui est une solution de classe virtuelle et qui est vraiment conçue pour le système éducatif. Donc, c'est de la visio, mais la seule différence par rapport à Zoom, c'est que vous pouvez créer une ambiance de classe et pas comme dans Zoom, quand on va dans une ambiance de classe, on est absolument déporté, on est reporté, on voit finalement pas ce qui se passe dans les autres classes. Donc, le professeur peut aller d'une petite salle de classe à une autre salle de classe. Ça peut être très interactif. Les élèves peuvent travailler sur un document ensemble. Ils peuvent avoir des quiz intégrés dans l'outil. Donc voilà, c'est des outils spécifiques pour l'éducation. Donc il y en a, mais et typiquement, voilà, en France, je pense qu'on a plein, je dirais, on a plein. C'est comme à un moment donné, on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc en France, on n'a pas de marché de tête, mais on a des idées. Donc si vous voulez, il y a plein de jeunes sociétés là, qui sont là aujourd'hui, qui ont des belles solutions. À un moment donné, il faut juste leur mettre du fuel. Il faut juste qu'à un moment donné, voilà, le système se libère et que l'achat se fasse beaucoup plus facilement pour qu'elles puissent vendre leurs produits voilà, et croître. Mais oui, il peut y avoir des alternatives. Je vous disais ça parce que moi, personnellement, j'utilise Jitsi. On vous entend. Je dis, moi, personnellement, j'utilise Jitsi parce que c'est une open source, voilà, et que je suis fermement libriste militante et que effectivement ça m'a fait très mal à l'œil et au cœur de me faire offrir une tote bag Google juste à l'entrée. Et pour revenir à ça, moi ce qui me fait très peur dans la souveraineté éducative, c'est que c'est une question de force de frappe. Et comment lutter contre la force de frappe de Google? C'est ça qui est vertigineux. C'est une question, oui, c'est clair, c'est une question de force de frappe. C'est des acteurs qui ont des énormes forces de frappe. Après, il y a une question de responsabilité personnelle, responsabilité collective de tous. Quand un directeur d'université doit choisir une solution, solution égale et comparable. Encore faut-il que l'autre solution soit de bon niveau et marche et que voilà. La solution égale, il faut peut-être avoir une petite préférence. Voilà. Elle ne sera jamais au niveau de Google, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir une réponse à la nanoseconde comme Google? On peut ne pas avoir des réponses à la nanoseconde et très bien s'en porter. On peut faire du slow de temps en temps aussi. De la slow take. Mais bon, voilà. Ce qu'il faut aussi faire attention, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces solutions GAFAM rentrent par les outils. À un moment donné, elles vont derrière. Google aux États-Unis, ils ont développé un App Store de contenu éducatif. Donc à un moment donné, si vous voulez, le pas vers du contenu qui est quand même l'essence même d'une éducation. On a eu, c'est l'essence même d'un pays. À un moment donné, si vous voulez, le pas sera franchi. Justement, en parlant de responsabilité, Anne-Charlotte, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut faire pour que finalement les établissements français choisissent plutôt des acteurs, des solutions françaises? Alors, j'ai pas la solution miracle, mais c'est vrai que en tant qu'université publique, j'en parlais tout à l'heure, il y a une responsabilité politique aussi dans le choix des outils utilisés. Donc évidemment, il ne faut pas choisir un outil français parce qu'il est français, il faut choisir un outil parce qu'il est bon. Mais après, un président d'université, il éduque et il enseigne à 80 000 étudiants. Il est le vecteur de la recherche française, il tourne à la subvention publique française. Il y a un moment donné où c'est complètement politique. Donc je ne suis pas là pour dire à la CPU quoi faire et au président de l'université quoi faire, mais en tout cas c'est vrai que c'est un enjeu. Et moi j'ai la chance d'être régulièrement invitée au comité numérique de la CPU, donc conférence des présidents d'université, pour justement parler de ces sujets-là, expliquer aussi à des présidents qui ont beaucoup d'autres choses à faire que de faire une veille sur les outils numériques français, donc leur décrypter les tendances et quand ils ont des problèmes, essayer de trouver des solutions qui répondent à ces problèmes pour leur faire gagner un peu de temps. Il y a évidemment maintenant au sein des universités un poste qui s'appelle VP numérique, vice-président numérique, qui est en charge de ces enjeux. Mais quand on est dans le monde universitaire français public, on ne peut pas être autant à la pointe de l'innovation que quand on est du côté du privé. Donc c'est un des rôles d'EdTech France que de construire cette passerelle entre les deux mondes. Pour le fameux appel à projet d'EMOES, donc qui permettait à ces universités de travailler avec des solutions françaises, on a mis en place tout un système de fiches
d'entreprise, où chaque entreprise expliquait très simplement son produit, ses références à travailler avec des établissements du supérieur. On a tout classé par thématique. On a vraiment organisé un drive incroyable pour que le président d'université, ça soit pré-mâché pour lui d'aller choisir telle ou telle solution française sur telle ou telle problématique. Donc c'est aussi notre rôle d'acteur de donner de la visibilité sur les entreprises pour qu'il y ait un choix éclairé du côté des présidents d'université. Après, je pense que la crise Covid a donné un coup d'accélérateur sur le numérique à l'université. Tout le monde a compris les avantages et la flexibilité qu'offrait l'asynchrone et le numérique pour les étudiants et pour les enseignants. Et aujourd'hui, il faut faire en sorte que ces nouveaux usages qui ont été mis en place deviennent pérennes. Et pour que ça devienne pérenne, il faut aussi, autre piste de solution, associer l'université française au développement des innovations EdTech de demain. Comment ça se passe ? Il s'avère qu'au sein des universités, il y a des labos de recherche. Des labos de recherche qui sont extrêmement difficiles d'accès pour des entreprises privées qui souhaitent mettre en place des expérimentations et qui souhaitent justement, concrètement, prendre l'apport des sciences cognitives et des neurosciences et les mettre dans des solutions techniques pour aider à mieux apprendre. Il y a l'université de Cergy, qui le fait très bien à travers un programme qui d'ailleurs s'inspire de UCL à Londres. C'est un programme qui s'appelle Educate, qui a pour vocation au sein de l'université de Cergy d'incuber des EdTech et de leur donner accès aux chercheurs de CY, aux projets d'expérimentation de CY, pour que justement il y ait une construction ensemble entre l'université et l'entreprise, ce qui permettrait ensuite de choisir cette solution vu qu'elle aura été construite en interne. Donc je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la recherche française que de participer au développement de solutions souveraines avec les acteurs du privé. Vous évoquiez aussi en préalable dans notre échange les enjeux aussi de protection des données, parce que quand on parle de GAFAM, souvent il y a cette question, vous l'évoquiez Marie-Christine, de récolte de données. Aujourd'hui, la responsabilité, elle est aussi là, quelque part. Alors oui, je ne suis pas du tout une experte en protection des données. Je fais comme tout le monde avec notre cadre RGPD, on fait tous au mieux. Mais par contre, sur ce sujet des données, je pense qu'il y a un enjeu de formation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'éduque pas les enseignants, les parents, les étudiants à ce sujet de la souveraineté numérique. Donc, comment est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas l'enjeu des données pour être vigilant dans ses choix de solutions face au risque de donner toutes ces données dans le cyberespace ? Donc, je pense qu'il y a un enjeu d'évangélisation, de formation pour être capable de transmettre de manière efficace les savoir-faire concrets qui permettent aux citoyens français de maîtriser leur vie en ligne et de ne pas subir l'apparition de nouveaux usages. Parce que évidemment, c'est formidable d'avoir des choses qui nous permettent de nous parler en instantané à l'autre bout de la planète. Mais je pense que la plupart des Français, pendant le confinement, n'avaient aucune idée de ce que ça impliquait en termes de données personnelles. Et on a un niveau de maîtrise de compétences au niveau français qui est très mauvais sur ces sujets. J'ai un chiffre, on est en 17e position en Europe, donc un positionnement qui est en dessous de la moyenne européenne au global, sur cette capacité à comprendre les enjeux de sécurité des données et de protection des données. Et du coup, le citoyen moyen, c'est aussi un enseignant. Et un enseignant, il n'est pas forcément au courant de ce qui se passe quand il utilise tel ou tel outil. Donc je pense qu'il y a un véritable enjeu sur la formation des enseignants et plein d'autres sujets. On peut parler de l'opacité de Parcoursup, de plein d'autres choses aussi si vous voulez. Mais voilà, donc, et pour dire que cette formation ne peut pas reposer uniquement sur la formation initiale. On ne peut pas tout mettre sur le dos des enseignants du primaire, collège, lycée sur cette idée de cybersécurité, cyberespace et protection des données. Je pense que c'est quelque chose qui incombe aussi dans le supérieur et dans l'entreprise. Aujourd'hui, qui a été formé dans son entreprise, si vous travaillez en entreprise, de manière profonde à ces sujets. On a fait le petit module qui dure 2 heures avec des petits slides qui nous expliquent les risques de partager nos données. Mais je pense qu'il y a un enjeu sociétal. Le progrès est allé très très vite, notre connaissance beaucoup moins vite. Et si on ne forme pas à ces enjeux, je ne vois pas pourquoi les directeurs d'établissement seraient capables de choisir de manière éclairée des solutions françaises. Marie-Christine, aussi, au moment de notre échange préalable, on a aussi parlé de la difficulté d'accéder au marché de l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, on a assez d'entreprises qui se positionnent sur le marché de la EdTech en France pour émerger ?
Alors on en a beaucoup, hein, vous avez vu, on a combien, 500 EdTech françaises. On en a beaucoup, c'est pas une question de nombre d'entreprises, c'est une question qu'on a des micro-entreprises et que les entreprises aujourd'hui qui sont assez ambitieuses se tournent finalement vers des marchés beaucoup plus faciles, des marchés qui sont installés, à savoir le marché de la formation continue et de la formation professionnelle. Donc on a un enjeu fort de recréer de l'innovation pédagogique, mais il y en a, hein, moi j'en ai vu plein aujourd'hui, des toutes jeunes sociétés qui se lancent, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, on en a parlé et reparlé, il faut que ces sociétés puissent, il faut qu'il y ait un cercle vertueux qui s'installe. C'est que ces sociétés puissent avoir des clients pérennes et pas des clients qui passent d'expérimentation en expérimentation. C'est bien d'expérimenter, mais en France, on a tendance à trop expérimenter et à jamais passer à l'échelle. Donc il faut vraiment que ces sociétés passent, à un moment donné, elles expérimentent, elles fassent des potes, comme on a dit, avec ce qui peut se faire avec des écoles, etc. Et qu'à un moment donné, voilà, un marché s'ouvre, elles ont un marché, elles peuvent recruter, elles peuvent construire des produits pérennes. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait quand même un gros sujet sur l'utilisation des données par tous les outils GAFAM ou autres. Bon, Zoom, vous en direz peut-être quelques mots, mais il y avait eu tout ce sujet d'enregistrement de toutes les conversations. Voilà, bon, à un moment donné, il y a des sociétés qui peuvent justement travailler avec le ministère pour avoir un cadre de travail, de respect, une charte, de signer une charte un peu pour le respect des données de nos enfants, si on ne veut pas que demain, ces données soient utilisées à Shanghai pour vendre de la publicité. Ouais. Et on a le vivier, le vivier d'innovation, le vivier d'idées en France. Maintenant, voilà, il faut. Alors, on espère, on a un petit vague d'espoir parce que là, a priori, il y a une prise de conscience forte des pouvoirs publics pour le fait d'investir dans le numérique éducatif. Donc, il va y avoir beaucoup d'argent dans des appels à projets, etc. Donc, tant mieux, ça va permettre à des sociétés de travailler sur l'innovation, hein, sur vraiment la conception de leurs produits, ce qui prend du temps et de l'argent. Mais après, il faut que le marché se crée. Si on dépense en innovation, en appel à projet et qu'il n'y a pas de marché, on va reproduire le fameux cercle vicieux. Oui, il y a un incubateur qui va être lancé là en France. C'est vrai que dans les autres pays, il y a des incubateurs EdTech. Effectivement, c'est une très bonne façon de structurer un marché en mettant des incubateurs sur le sujet. On a peu d'accélérateurs et d'incubateurs spécialisés dans la EdTech. Il y en a un qui vient d'être lancé avec le soutien de la Caisse des dépôts via la Banque des territoires, accompagné par Make Sense, qui est un acteur impact. Le programme s'appelle Passerelle et vise exclusivement des entreprises positionnées sur le segment scolaire, des entreprises à impact, donc un impact territorial, écologique, d'égalité entre les genres. Et c'est très bien, c'est vraiment de l'accompagnement personnalisé avec de la mise en relation et de la possibilité d'expérimentation, mais c'est que 10 entreprises par an, et 10 entreprises par an, c'est pas beaucoup. Donc l'accompagnement, c'est essentiel, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Je voulais juste rebondir, avant de te recéder la parole, Davia, sur le pouvoir de la donnée. Parce que là, on en parle avec un angle sécuritaire et l'importance pour un pays de suivre là où vont ces données. La donnée dans le monde de l'éducation, ça a un pouvoir formidable, ça a un potentiel incroyable. Et aujourd'hui, en France, on n'est pas forcément en train d'exploiter la donnée comme on devrait l'exploiter. Je m'explique. Une université en France, elle met à jour sa base de données, je ne veux pas dire de bêtises sur la durée, mais elle supprime ces données de manière très régulière. Elle supprime toutes ces données sur les étudiants. Or, quand on a 80 000 étudiants qui passent dans son système scolaire par an, et qu'on a donc tous ces gens-là qui deviennent des alumni, qui ont des parcours de vie précis, qui passent par d'autres formations, par des entreprises, ça vous donne un prisme incroyable de parcours qui pourrait aider à l'orientation des étudiants quand ils sont en cursus. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui possible, hein, et bien sûr, il faut un cadre précis, mais les universités sont des vecteurs de données, de parcours de vie qui pourraient être utilisés pour aider l'étudiant à choisir son entreprise, son pays où il va travailler, une autre formation, etc. Donc ça, c'est un des enjeux pour moi énormes de se dire mais comment on capitalise là-dessus et comment je ne dis pas qu'il faut faire comme LinkedIn le fait un petit peu, mais c'est pas possible pour un établissement de ne pas pouvoir proposer, basé sur la donnée, des choses à ses étudiants. Deuxième enjeu de la donnée, où on pourrait utiliser de manière très très concrète, c'est le lien entre l'entreprise et l'école. Quand vous êtes dans un territoire rural, quand vous êtes dans un territoire avec des bassins d'emploi extrêmement spécialisés, eh bien, ça serait
formidablement intéressant quand on choisit son orientation après la troisième, par exemple quand on va dans le monde professionnel, d'avoir une idée, grâce à la donnée, de savoir quels sont les métiers qui embauchent sur son territoire, quelles sont les formations qui permettraient d'avoir plus de chances d'intégrer le marché du travail. Pôle emploi est en train de faire un boulot formidable sur la digitalisation des données, justement pour pouvoir tisser ce lien école-entreprise. Mais dans l'orientation scolaire, connaître les métiers qui embauchent, connaître ce qui se passe dans son territoire grâce à la donnée, c'est des choses aussi formidables et ça pourrait être fait par des EdTech. Donc c'est juste une parenthèse sur le formidable pouvoir de la donnée, qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait faire des choses assez dingues. Et pour ajouter sur la donnée, il y a aussi un sujet crucial de la donnée dans l'EdTech, c'est que ça permet de faire de l'apprentissage personnalisé. C'est-à-dire que quand on accumule de la donnée sur la manière dont chaque élève apprend, on peut lui proposer un parcours qui correspond à ses besoins, la manière dont il retient, la manière dont il apprend. Et ces parcours personnalisés sont une formidable manière de lutter contre le décrochage et d'améliorer l'engagement des étudiants. Et typiquement, quand je vous parlais d'une solution de classe virtuelle dédiée au secteur de l'éducation, Engagely, c'est une solution qui vraiment traque énormément de données. C'est comme du Zoom, mais il traque beaucoup de données éducatives. Parce qu'à un moment donné, ils vont traquer dans toutes les salles quels sont les élèves qui ont communiqué, quels sont les élèves qui ont eu des problèmes, qui se sont arrêtés. Et voilà, et à un moment donné, on a, dirais-je, plein de données qui permettent aux professeurs d'avoir un peu une vision de ce qui se passe dans sa salle de classe, même si elle est virtuelle, et non pas d'avoir 100 personnes en caméra off et en micro off qui sont là totalement passives. On ne sait pas s'ils font totalement autre chose. Donc à un moment donné, voilà, c'est la donnée dans les tech, elle peut vraiment aussi aider l'enseignant. Oui, donc ça, alors, je suis assez en face. Ça répond à un cadre au niveau de la donnée, un cadre, on parle beaucoup de la France, mais même sur un cadre même plus large qui est même européen, au final, parce que ces implications-là, on va en parler au niveau français, mais on va en parler au niveau européen. Il y a des cadres qui sont mis en place par l'Union européenne à ce niveau-là, dans lequel Zoom est évidemment aligné. Mais demain, en effet, cette donnée peut être pertinente, utilisable. Après, c'est le côté, vous le soulignez, de côté de la technologie qui arrive dans l'enseignement et ces nouvelles solutions, ces innovations qui peuvent être mises en place au niveau de la tech par le biais de la technologie. C'est en effet, il y a un sujet, je pense, très vaste et vous avez raison. On parle même de la formation des enseignants-chercheurs qui doivent être impliqués et qui doivent être formés aussi à l'utilisation de cette nouvelle technologie. La technologie va être, je pense, suite à cette situation, va être primordiale et va être partout au niveau de l'enseignement. Donc il faut que ces nouvelles éducations, et ça peut même créer des vocations, travailler complètement différemment, amener une dimension de l'enseignement, de la pédagogie complètement différente. Et je pense qu'il doit y avoir un accompagnement, alors de la donnée potentiellement, mais surtout de l'usage, un côté humain de comment mieux apporter ce côté pédagogique avec différents outils, différents vecteurs. Évidemment, si je presse pour ma paroisse, côté Zoom, en distanciel, en hybride, peu importe, mais avoir justement ce volant de capacité de le faire et en intégrant potentiellement de manière très spécifique tel outil parce qu'il est pertinent dans ce cadre-là. On parlait tout à l'heure de Grenoble École de Management, vous soulignez des centres de recherche. Ce sont des outils ou des plateformes. Ils disposent d'un GEMLab qui est un des principaux labos de recherche et d'innovation en mode expérimentation. Et justement, j'ai pas la même connaissance que la vôtre, mais globalement, j'ai l'impression que c'est un centre de recherche qui est assez innovant et assez unique en France, peut-être même en Europe, mais globalement où ils ont mis en place ces labos de recherche et d'expérimentation. Ils vont travailler sur toute la donnée avec les outils, donc certes des GAFAM, mais donc sur les réseaux sociaux, etc., pour faire leurs expérimentations. Les industriels viennent les solliciter pour ce genre d'expérience, donc potentiellement peut-être de la tech pour être hyper pertinente à ce niveau-là. Et évidemment avec, encore une fois, des solutions permettant de travailler pour les étudiants qui viennent d'ailleurs de partout dans le monde dans ce labo, de travailler à la fois en présentiel, pourquoi pas de toucher des étudiants qui seraient encore une fois à l'étranger, en distanciel, en hybride, qui souhaiteraient suivre ces parcours-là. Bref, on est à l'aune d'un nouveau monde, je pense, à ce niveau-là. Mais tout cela demande à être mis en place. Mais voilà, par ce vecteur, je pense qu'il y a la technologie au départ. Alors justement, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il y a des possibilités de pont, de lien entre des entreprises comme Zoom, Microsoft, Google, etc. et la EdTech française ?
Typiquement, aujourd'hui, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, je serais ravi de voir qu'il y en a certaines qui vont le faire, hein, que Zoom va le faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vision très hégémonique de la Google Class, la Google Suite, et voilà, on prend tous les produits Google, on prend tous les produits Microsoft. C'est la vision de ces acteurs américains. Je vous incite à lire, hein, dans ce papier qu'on avait publié sur la souveraineté éducative, un excellent papier de Thierry de Vipillière, qui était l'ancien directeur éducation de Microsoft, qui est aujourd'hui patron d'une start-up, hein, dans la tech, hein, Evidence B, et qui expliquait toute cette stratégie d'un Microsoft, qui est vraiment une stratégie de mettre en place tous ces outils, toute sa suite d'outils, et pas du tout d'avoir une visée éducative. Donc voilà, aujourd'hui, ces acteurs n'ont pas intégré un réseau comme peuvent le faire les ENT. Les ENT, ça a été une très belle volonté politique française à un moment donné de dire on crée un marché des ENT, et heureusement qu'on a eu ce marché des ENT pendant les crises de confinement, parce que l'ENT, justement, il vit de l'agrégation de différents services, il vit en réseau. L'ENT, c'est l'outil qui lie les écoles, les parents et les professeurs. C'est l'outil que tous les parents ont utilisé pendant la crise du Covid. Et cet ENT, il est dans un système ouvert. Et voilà, et c'est très important d'être dans ce système ouvert. Aujourd'hui, les GAFAM ne le sont pas. Alors, elles vont peut-être changer de stratégie demain, mais en tout cas, elles n'ont pas montré que c'était leur stratégie d'être dans ce système d'ouverture à des petites tech. Zoom le fait, tant mieux, mais les GAFAM ne l'ont pas fait. Alors justement, la différence, elle est aussi là. Donc, on est complètement à part, on n'est pas identifié en tant que GAFAM, on n'en fait pas partie, bien évidemment. Et un des sujets, vous parlez de certains de nos confrères Google, Microsoft, c'est vrai qu'on a, côté Zoom, on ne va pas avoir cette suite, on ne va pas avoir cette notion, on ne propose pas de solution d'email, de drive quelconque, de stockage documentaire, ce n'est pas notre métier. On a un métier, je vais peut-être casser quelques idées préconçues, mais on a un cadre qui est exclusivement autour de la partie collaboration, communication unifiée, c'est notre métier. On le fait, on l'espère globalement bien, mais on est vraiment focalisé à ce niveau-là. Et la raison pour laquelle ça peut être un vecteur, encore une fois, et on l'a vu, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Zoom a pu travailler et beaucoup d'établissements de l'enseignement supérieur nous ont fait confiance, c'est notre capacité justement à nous intégrer à des outils et un écosystème existant, logiciels libres, logiciels autres, mais encore une fois, hein, je répète, mais des Moodle, des Imbra, des WooClap, Panopto et autres, proposer donc des intégrations avec des outils métiers. Donc demain, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on va avoir, et c'est déjà le cas, on va avoir, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 1400 applications qui vont être présentes sur, alors un peu sur le même modèle qu'en effet que nos confrères, sur une marketplace sur laquelle vous allez retrouver des applications, mais à aucun moment c'est impossible d'avoir des applications justement de la EdTech française qui pourraient être présentes. J'ai discuté hier, et ce genre de lieu est propice à ces échanges, à des structures comme Teia par exemple, sur lesquelles des choses peuvent être complètement faisables, sur des examens oraux avec l'expertise de Teia et la capacité au niveau de la visio de Zoom pourrait être très intéressante. C'est la première application. On raisonne même, on va même encore plus loin pour vraiment dans une optique pour les étudiants, pour les professeurs d'avoir une seule et même plateforme. Donc on décline cette marketplace avec des applications qui peuvent être directement intégrées au niveau de l'application Zoom, d'avoir vraiment une seule fenêtre ouverte. De la même manière, ça nécessite du développement, donc ça nécessite de l'investissement et donc évidemment des fonds pour ces entreprises-là de pouvoir appliquer, de pouvoir développer, de pouvoir recruter pour pouvoir avoir les compétences pour le faire. Mais derrière, encore une fois, Zoom se positionne plutôt comme un vecteur et un facilitateur pour pouvoir faire bénéficier ces structures de la tech potentiellement de leurs avantages auprès de la population de l'enseignement supérieur. Je voulais juste rebondir très rapidement en disant que, très bien, on note, mais au-delà de ça, il y a quand même un enjeu de partage de données entre tous les acteurs EdTech français, que ce soit auprès des pouvoirs publics ou même entre eux, le fameux cloud souverain dont on parle beaucoup. Et c'est en train de se concrétiser de manière réelle. Hein. Donc GaiaX, c'est un projet de cloud franco-allemand justement pour permettre le partage de données dans un écosystème souverain entre différents acteurs. Et nous, au sein d'EdTech France, on est mobilisés avec une quarantaine d'autres acteurs publics et privés dans la construction d'un hub de données souverain français
pour les acteurs de l'écosystème EdTech. Donc ça leur permettrait de travailler ensemble, notamment par exemple sur la question des datasets de voix. Ça paraît bête comme ça, mais en fait, quand on travaille sur la reconnaissance vocale, il existe des milliers de sets de voix en anglais, des milliers, ce qui permet par exemple à une entreprise de s'entraîner sur l'intelligence artificielle assez facilement avec des bases de données accessibles. Mais quand vous voulez entraîner une IA sur des voix françaises, eh ben, vous avez très peu de sets de données disponibles. Donc typiquement, ces enjeux de partage de données entre acteurs pour permettre à tous de grandir ensemble, c'est l'objet du hub français éducation au sein de Gaia-X, et c'est la première fois qu'on a des acteurs comme l'INRIA, comme l'Université de Lille, comme EdTech France qui se rassemblent dans un groupe commun pour avoir des cas d'usage dédiés à l'éducation et se dire ok, c'est très bien le cloud souverain, c'est très bien de parler de données communes, mais comment ça s'articule concrètement dans des cas d'usage utiles aux entreprises pour que justement, si on ouvre nos données à tous, eh ben, quel est le bénéfice pour nous? Et ça, je pense que c'est une bonne vision à avoir, parce que c'est des projets européens qui sont très intéressants, mais il faut réussir à faire infuser cette volonté souveraine jusqu'à la petite entreprise française qui, au quotidien, a besoin de la donnée pour grandir. Donc c'était juste pour souligner qu'il y avait aussi un enjeu de partage entre les acteurs français, au-delà de l'interopérabilité qu'on pourrait mettre en place avec des acteurs comme Zoom ou autres. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Merci Baptiste. Bonjour. En fait, c'était pour rebondir par rapport à ce que vous disiez sur les datasets de parole, parce que nous, on a un use case assez concret là-dessus, parce qu'en fait, on fait de l'apprentissage de l'anglais. Oui. Mais du coup, par exemple, pour apprendre ça au français, ben, effectivement, les datasets de parole en français, on en aura besoin pour pouvoir étudier la phonétique francophone, etc. Et du coup, je voulais en savoir plus sur la plateforme dont vous avez parlé, dont je n'avais pas connaissance. Ouais. Et comment ça s'articule et où est-ce que ça en est? Alors justement, j'en parle parce que ça a été construit dans cette volonté de souveraineté éducative. Donc il y a une association qui a été mise en place qui s'appelle Prometheus, qui regroupe du coup l'INRIA, le ministère, EdTech France, la FINEF, l'Université de Lille, donc, et quelques entreprises aussi qui peuvent nous rejoindre. Et cette association du coup a défini 5 cas d'usage, dont un sur les datasets de voix. Et après, le but, c'est de construire une architecture de partage de données qui soit ouverte à tous. Donc, si ça vous intéresse de participer sur ce cas d'usage, il suffit de m'écrire et on vous fait rentrer dans le groupe de travail qui est piloté aussi par des entrepreneurs d'intérêt général qui sont mis à disposition du projet par le ministère. Donc, on a à la fois la ressource des entreprises et des membres de Prometheus, mais aussi ces entrepreneurs qui travaillent sur le projet. Et là, on a répondu à un appel à projet de financement de 1,5 million auprès de BPI, justement pour financer cette plateforme qui donc permettrait d'avoir les cas d'usage de manière concrète et d'avoir des datasets opérationnels. C'est super intéressant, je prendrai contact avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Alexandre Labadie, je viens de créer une école qui s'appelle l'école du grand oral, suite à la réforme du baccalauréat, puisque l'oral est maintenant au centre. Voilà. Donc c'est une école en ligne. Et je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, sur les liens entre des structures privées comme les nôtres et l'éducation nationale. C'est pas évident pour nous d'entrer en contact, de proposer nos services, parce que effectivement les réponses sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que effectivement nous on fait ça en interne, on sait très bien le faire. En réalité, il se trouve que pour une préparation du grand oral, là le bac c'est des spécialités, c'est des contenus et c'est des prestations finalement, des prestations orales qui doivent être personnalisées. C'est-à-dire que chaque élève doit arriver avec une question, un sujet qu'il doit traiter. Sur des classes de 30 élèves, ça me paraît très difficile. Donc je suis toujours étonné quand même de la réponse que j'ai, que ce soit même avec des établissements privés sous contrat ou des établissements publics qui me disent « Non, nous on sait faire ». Donc voilà, moi c'est un petit peu ma problématique, c'est que je pense qu'il peut y avoir une complémentarité, en tout cas entre des structures, des créations de plateformes comme celle que je crée,
et l'éducation nationale. Comment peut-on arriver à avoir un dialogue? Voilà. Vous êtes l'exemple même des difficultés hein, qu'ont la plupart des nouvelles sociétés dans l'éducation, c'est que ce partenariat public-privé n'existe pas. Et pourtant, je dirais que ça fait des années que les lycées, les collèges, les collectivités achètent des livres scolaires qui sont des entreprises privées. Hein, les livres scolaires, ça fait des années, souvent d'ailleurs plus ouverts, qui restent dans les cartas des enfants, mais on achète encore des livres scolaires. Ça fait des années qu'on achète des cahiers Clairefontaine. Voilà, donc il y a eu et il y a aujourd'hui une diabolisation un peu du privé qui est vu comme souvent le grand capitalisme, alors que c'est souvent des petites structures. Hein, j'imagine comme la vôtre, des gens qui se donnent du mal, qui essayent de créer leur société. Voilà. Et c'est pour ça que moi je suis convaincue que la seule manière, ça sera d'arriver à faire travailler ces entités et que l'éducation nationale ne peut pas tout développer elle-même. Que ce soit en termes de contenu, en termes de services, etc. Je dirais que le web va trop vite, l'innovation va trop vite pour la confier à des bureaucrates et technocrates. Voilà, il y a des choses qu'ils savent très bien faire et il faut qu'ils continuent à le faire, mais il y a des choses sur lesquelles il faut laisser la créativité privée d'entrepreneurs volontaires voilà, se développer et travailler en partenariat. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui le sujet difficile. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des plateformes qui aident. Anne-Charlotte l'a dit, sur la formation continue, la formation professionnelle, c'était un secteur aussi très opaque, la formation professionnelle, 14 milliards, personne ne savait où cet argent allait. Il y a eu une volonté politique forte de créer la plateforme du CPF qui permet à chacun d'avoir 500 € par an, 800 € si vous êtes chômeur, et de choisir la formation dont il a besoin. Et c'est crucial, l'utilisateur est au centre de la promesse, c'est une app que tout le monde utilise, c'est très facile, et ça a permis justement l'éclosion de nouvelles sociétés, et c'est le symbole même d'un bon partenariat entre le public qui a mis à disposition la plateforme, qui a fait une très belle plateforme, très facile, très ergonomique, et des sociétés privées qui ont vu le jour, ont pu se développer et ont pu toucher leur public. Et il faudrait répliquer ce modèle dans le système éducatif, et il y a encore des freins. Ouais. Et nous, on pousse pour ce fameux compte ressources numérique éducatif, avoir une plateforme d'achat soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'enseignant, pour avoir la capacité à s'équiper typiquement avec des outils comme le vôtre sur des besoins précis. Donc c'est une simplification d'achat qu'on a déjà portée auprès du ministère et qui est en étude. Et pour répondre à vous précisément, il y a des entreprises qui arrivent sur ce sujet du grand oral à se positionner auprès d'académies. Je pense à des entreprises comme VocaCoach ou Interview App. Et là, comment ça se passe en général? C'est du développement commercial assez classique auprès d'une académie en particulier. Et souvent, malheureusement, pour mettre en place l'expérimentation, ce sont des prix complètement cassés. Donc l'entrepreneur met en place une expérimentation pratiquement gratuite en offrant son produit pour convaincre. Donc il y a soit cette possibilité-là qui fonctionne, il y a deux acteurs concurrents / amis à vous qui ont réussi à le mettre en place. Et après, il y a des portes d'entrée avec de la subvention publique, typiquement le dispositif EduUp au sein du ministère de l'Éducation nationale. Je vous invite à le regarder. EduUp qui, sur le papier, est formidable parce qu'il permet de financer des EdTech à hauteur de 70 000 € pour mettre en place un produit qui a une vraie volonté pédagogique au sein de la salle de classe. Mais évidemment, il y a beaucoup de demandes, une poche qui est restreinte, et donc EduUp ne peut pas faire de miracle. Mais il y a cet outil-là qui existe, disponible en ligne, vous pouvez regarder, c'est des dossiers, il y a 3 vagues par an. Et après, il y a des appels à projets portés par la Banque des Territoires. Le dernier s'appelle Numérique inclusif. Non, oui, c'est ça, NINE, N-I-N-E, numérique inclusif, numérique éducatif, qui équipe à hauteur, encore une fois, de 60 000 € ou 70 000 € des porteurs de projets pour aller déployer sur un territoire donné. Donc, on vous paye pour déployer sur un territoire avec la vocation, justement, d'utiliser la technologie au service de l'éducation. Donc, Banque des Territoires et EduUp, c'est des portes d'entrée. Elles sont petites, elles sont fermées, il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre. Et après, le reste, c'est du prix cassé, c'est du démarchage commercial, le mot qui fait peur ici, mais qui malheureusement fonctionne. Merci pour ces réponses. Je rebondis peut-être aussi là-dessus par rapport à votre besoin. Ça me fait penser à un cas d'usage sur lequel on a pu avoir aussi. Je reviens aussi sur alors j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais le côté structure et démarche et initiative française, et pourquoi pas les remonter au niveau européen à nouveau, dans le sens où peut-être une impulsion globale à ce niveau-là. On voit beaucoup d'établissements français de l'enseignement supérieur qui créent des consortiums même européens. Je pense à Sciences Po avec Civica ou d'autres. On va avoir aussi, par rapport à votre cas de figure,
des vecteurs de capacité d'aller chercher des fonds aussi européens. On a répondu en partenariat avec l'Université de Paris et la PHP par exemple, et ils ont remporté par ce biais-là des projets Erasmus+, notamment, liés au test des ECOS. Donc c'est vraiment un sujet lié spécifiquement à la partie médecine. Donc c'est l'entraînement au test de télémédecine ou d'entretien patient-médecin grâce à une solution typiquement avec Zoom. Donc c'est aussi des sujets sur lesquels il y a des initiatives qui sont là. Il y a énormément de fonds, je pense, qui sont aussi potentiellement portés, utilisés. Alors, au niveau français, je ne sais pas. Peut-être au niveau européen. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup d'établissements qui lancent des initiatives à ce niveau-là. On parle avec l'Université de Lille aussi à ce niveau. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent potentiellement exister, je pense. Alors, très rapidement, on va prendre la dernière question. Bonjour, Hubert Boët, doctorant à l'Université Paris 13. Je voulais vous interroger sur votre perception du rôle et de la place qu'ont à jouer les éditeurs scolaires dans la croissance, l'industrialisation des EdTech en France. Parce que je pense à l'exemple des États-Unis où plusieurs éditeurs ont racheté des sociétés, notamment des sociétés aussi françaises. Donc que font les éditeurs français ? C'est clair que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, l'innovation viendra souvent de sociétés à part, agiles. C'est très difficile quand vous êtes éditeur scolaire finalement de tuer un peu la branche sur laquelle vous êtes assise. Hein. Depuis des années, vous avez vendu du livre papier. Si vous coupez le livre papier pour faire du numérique, c'est très compliqué. Ça a été très compliqué dans la presse, c'est très compliqué dans le monde de l'édition. Donc c'est vrai que les éditeurs américains ont racheté beaucoup de sociétés EdTech. Pearson avait fait à un moment donné 15 acquisitions, donc pour justement intégrer en interne la compétence digitale. Et ça commence à être fait un peu en France, puisque Hachette a racheté Livre Scolaire, qui est une société qui avait vraiment développé un très bon livre interactif. Ils sont là, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient un stand. Bayard, qui sont nous tous les souscripteurs de notre fonds, vient de racheter Edoki, qui est fait par un Français, qui est une application vendue dans le monde entier sur la maternelle Montessori. Donc c'est clair qu'à un moment donné, acquérir des sociétés EdTech permettra à ces éditeurs d'effectuer la transformation digitale de leur société. Après, pour pouvoir être une société EdTech qui soit acquise par un grand groupe, pour ne pas être noyé dans la machine du grand groupe, il faut avoir une certaine taille. Et c'est ça le but en France, et ça nous, le but de notre fonds d'investissement et du capital, c'est d'arriver à créer ces petits champions qui peuvent avoir une taille suffisante pour pouvoir après vivre leur vie, soit seuls, soit à l'intérieur de grands groupes. Si vous êtes trop petit et vous êtes intégré par un grand groupe, finalement, à un moment donné, ça ne marche pas. L'expérience a montré qu'il faut avoir une certaine taille critique. Pareil, avoir une certaine taille critique pour aller à l'international. J'entends beaucoup parler de si le marché français est dur, allons à l'international. Effectivement, c'est bien d'aller à l'international, mais il faut déjà avoir sa société un peu structurée en France, des clients, quelque chose qui tourne avant d'aborder un autre marché. Je rebondis très rapidement. Il y a aussi beaucoup de partenariats entre des éditeurs et des petites startups EdTech qui les aident à gagner en visibilité et aussi en pertinence pédagogique. Donc, ce sont des partenariats qui fonctionnent bien. On a pas mal de membres sur le village startup qui ont ce type d'accord et ça produit des choses formidables. Et aussi, nous, un certain nombre de nos sujets de lobby public, on peut les coporter avec les éditeurs d'éducation, qui est donc l'association qui rassemble les 24 éditeurs français, ou 26, je ne me rappelle plus. Mais donc, ils sont aussi dans cette idée de transformation numérique. Et au-delà du rachat, il y a des partenariats, des sujets communs à porter ensemble. Et c'est ce qu'on fait, même si on n'est pas forcément 100% d'accord sur tout, mais on a quand même des intérêts communs qui font qu'on travaille beaucoup ensemble. Merci beaucoup. Merci pour vos questions, votre attention. Et je vous souhaite une excellente journée sur le salon.